Comme beaucoup de collègues de ma génération, mais c'est aussi le cas de la génération actuelle, j'ai commencé l'archéologie comme bénévole. J'étais inscrit à l'université d'Amiens et je suivais des modules d'archéologie qui permettaient de bonifier le diplôme universitaire général. C'est lors de l'un de ces cours qui était dispensé par Jean-Claude Blanchet, qui préconisait que l'archéologie ne pouvait se passer d'une expérience de terrain, que j'ai profité de l'occasion pour m'initier à la fouille archéologique. Donc au printemps 1983, je me suis rendu sur les fouilles néolithiques à Trollibreuil dans l'Oise, qui était un site dirigé par Marianne Diepeven. C'était une fouille qui n'était pas très facile parce qu'il subsistait des lambeaux de sol et des structures en creux. Et de plus, le printemps était particulièrement humide et aux eaux de pluie se mêlait à la remontée de la nappe phréatique, ce qui donnait des conditions de fouille assez difficiles. Donc très rapidement, j'ai enchaîné par des séances de lavage au musée Vivenel. Là, j'ai rencontré les membres du CRAVO, le Centre archéologique de la vallée de l'Oise, et j'ai rapidement adhéré à cette association à laquelle j'adhère toujours. Cette association recevait des chercheurs le week-end pour qu'ils exposent les résultats de leurs recherches, et donc ça permettait d'avoir aussi de premiers contacts. J'ai aussi rapidement été sur les fouilles de Rimont-sur-Ancre en compagnie de Jean-Louis Cadou, sur la fouille du sanctuaire. Là, j'ai appris une autre forme d'archéologie, celle des structures en creux et des ossements, et la fouille des ossements humains. Et c'est aussi grâce à Jean-Louis Cadou que j'ai pu bénéficier d'une première expérience de fouille à l'étranger, en Pologne, car il y avait une convention entre l'université Jazellon de Cracovie et l'université d'Amiens qui proposait que des étudiants de Cracovie viennent fouiller sur le site de Rimont et des étudiants de Picardie aillent fouiller en Pologne. Donc j'ai été fouillé à Jakuszowiece, qui est au sud-est de Cracovie. Il s'agissait déjà d'une fouille de sauvetage, préalable à la construction d'une autoroute. C'était un site assez complexe parce que stratifié, il était fouillé à la méthode Wheeler, ce qui était déjà un petit peu en décalage avec les méthodes de fouille françaises. Alors c'est un peu le fruit du hasard. En 1987, le service militaire était encore obligatoire et j'ai opté pour un service civil. Donc j'avais rencontré Marc Talon qui m'avait dit que c'était possible d'être détaché sur des fouilles archéologiques. Malheureusement, à ce moment-là, le ministère de la Culture était encombré de demandes et après quelques péripéties, j'ai quand même réussi à rejoindre les membres d'une équipe qui était encore embryonnaire dans la moyenne vallée de l'Oise. Le gisement qui était fouillé était une vaste ferme gauloise, qu'on appelait à l'époque encore ferme indigène, et on avait la chance de pouvoir le décaper sur ce site sur une très vaste superficie de 16 hectares. Et donc là, je mesurais pleinement l'intérêt des décapages extensifs sur de très vastes surfaces, parce que j'avais jusqu'à présent travaillé sur des segments de sites qui donnent à interpréter qu'une vision tronquée de la réalité. Et là, je mesurais pleinement qu'on pouvait comprendre l'intégralité d'un site et son fonctionnement à partir de vastes décapages. Le protocole de fouille qui avait été institué était assez strict. Il consistait à fouiller chaque mètre linéaire du fossé par ensemble stratigraphique et collecte du mobilier par couche stratigraphique. La moyenne vallée de l'Oise, ça a été aussi la rencontre de nombreux spécialistes qui nous ont rapidement rejoints. J'ai rencontré Chantal Leroyer pour la palynologie, Vincent Crière pour la géomorphologie, Patrice Méniel que je connaissais déjà en archéozoologie, ainsi que Rosemary Arbogast, également archéozoologue. Le croisement entre les études paléo-environnementales et les décapages extensifs donnait des perspectives infinies d'étudier à la fois l'homme et son milieu, et donc je me suis pleinement investi dans ce programme. Très rapidement, les discussions avec les autres membres du programme ont porté sur la pérennité de ce qu'on avait commencé à entreprendre, et on a donc décidé de fonder le programme archéologique de la moyenne vallée de l'Oise, épaulé d'un conseil scientifique. Mais on a aussi vite constaté que sans diplôme d'études, sans diplôme universitaire, nos compétences resteraient limitées. Et donc on a mis à profit nos expériences de fouille pour les transformer en diplôme universitaire. Alors naturellement, comme j'avais beaucoup investi sur le site de Chevrières, la Plaine du Marais, je me suis inscrit en maîtrise sur ce site, aux côtés d'Olivier Buchenschütz.
Alors j'ai défini un protocole d'étude assez strict qui consistait à décompter chaque mobilier par mètre linéaire et puis les enregistrer sur un tableur afin d'obtenir des cartes de répartition qui nous aideraient à comprendre le fonctionnement du site. Alors ça peut maintenant paraître à sourire, maintenant où l'emploi des systèmes géographiques sont généralisés, où on obtient facilement des cartes de répartition. Mais à l'époque, il n'y avait aucun moyen, aucun tableur qui pouvait être lié à un programme de dessin. Et il fallait donc opérer cette opération à la main. Donc pendant de longs mois, j'ai tramé des mètres carrés de fossé afin d'obtenir des premières cartes de répartition. Mais l'entreprise a été finalement très payante puisqu'elle me permettait de discuter pour une fois du fonctionnement d'une ferme, alliée aux études typologiques de mobilier, les études de faune plus les études de paysage. On avait enfin une première esquisse du fonctionnement d'un établissement rural gaulois. Le premier point qui me semble indispensable d'évoquer est celui de la figure prépondérante de Roger Agache, qui, au milieu des années 70, à bord d'un petit avion, a parcouru le ciel de la Picardie et a découvert des centaines de sites d'époque gauloise et romaine. Et on a compris à cette période-là l'intensité d'occupation pour ces périodes. Le deuxième point est bien évidemment la continuité de cette recherche, mais cette fois non plus du ciel mais au sol, avec le développement d'archéologie préventive, qui nous a permis de fouiller ces établissements par dizaines et sur de vastes superficies, ce qui nous a permis de comprendre au fur et à mesure leur fonctionnement. Le troisième point d'intérêt est certainement la fouille des sanctuaires gaulois. Avant le milieu des années 70, on pensait encore que les Gaulois pratiquaient leur religion dans le milieu naturel, au bord des sources et des rivières. Et avec la fouille de Gournay-sur-Aronde, qui a été dirigée par Jean-Louis Bruneau, on s'est rendu compte qu'ils avaient des emplacements, des sites dédiés uniquement à cette activité, à des manifestations cultuelles. Et dans le même temps, les importants dépôts, les importantes offrandes qui étaient déposées dans ces sanctuaires, renseignées sur la typologie et la culture matérielle, permettaient de préciser les datations de l'armement et donner de nouvelles pistes sur leur fonctionnement. Alors ces fouilles de sanctuaires se sont poursuivies en Picardie avec celle de Saint-Maur par exemple, ou plus récemment celle de Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise, qui ont permis d'apporter encore de nouvelles connaissances. Le quatrième point qui me semble indispensable d'évoquer est l'apport à la connaissance du monde funéraire qu'a permis la fouille de dizaines d'ensembles d'incinération. Avec la fouille de ces sites, on a compris les gestes qui conduisent de la crémation au dépôt des eaux incinérées dans les tombes, avec les offrandes qui sont effectuées au même temps que les dépôts. Et apparaît en particulier quelques tombes où il y a des chenets et des chaudrons qui dénoncent une stratification sociale et qui sont certainement dévolus à des aristocrates. Enfin, je pense qu'on ne peut pas se permettre de passer sous le silence la découverte des sites à fabrication artisanaux pour la fabrication de sel, comme il y en a eu dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense notamment aux fouilles de Sorus et de Gouy-Saint-André, qui ont permis de faire ressortir cette activité qui était prépondérante à l'époque gauloise, car le sel est un agent conservateur, et c'était le moyen pour eux de pouvoir conserver les aliments. Ces sites ont livré de telles quantités de rejets que parfois on peut quasiment les qualifier de proto-industrie. Ça tombe bien parce que finalement on connaît les deux, parce que les Gaulois guerriers sont aussi des Gaulois agriculteurs. En fait, les grands domaines celtiques, les grandes exploitations agricoles, les plus riches sont à la tête sont dirigés par des aristocrates gaulois qui sont aussi des guerriers. Donc en étudiant le monde rural, on accède aussi à cette classe.
On connaît bien les agriculteurs gaulois parce que je l'ai déjà évoqué précédemment, il y a une longue histoire de la recherche en Picardie sur ce thème. Et la fouille de dizaines d'ensembles d'établissements ruraux a permis, par l'étude de la culture matérielle, de différencier des classes sociales. Alors pour 80% des agriculteurs, on a affaire à des gens plutôt modestes, qui possèdent une panoplie relativement pauvre, avec une batterie de cuisine de qualité moyenne, on va dire, et qui consomment des animaux réformés et des bas morceaux. À l'inverse, au-dessus de cette strate sociale, on a une poignée de grands propriétaires terriens qui possèdent de vastes domaines avec des sites plus confortables, plus cossus, et qui consomment des animaux de très bonne qualité, qui pratiquent la chasse et qui possèdent des biens d'importation. Mais on a surtout beaucoup progressé grâce au sens environnemental. Comme on a beaucoup prélevé et beaucoup étudié les résultats de ces prélèvements, on sait maintenant quelles espèces les Gaulois cultivaient. Alors on a une géographie assez différenciée, avec par exemple dans la plaine de Caen, plutôt des cultures de légumineuses, tandis que dans nos plaines des Hauts-de-France, on aura plutôt du blé et de l'orge. Ces cultures sont soit adaptées au sol, mais plus vraisemblablement, il s'agit plutôt de spécialisation agricole. On peut plutôt parler de spécialisation agricole. Dans le même temps, on note de très gros progrès au niveau de l'élevage, grâce aux études archéologiques. Le développement de la faux, qui est un instrument essentiel, a permis la constitution de stocks de fourrage, qui a elle-même entraîné la possibilité de garder les animaux en stabulation l'hiver, et aussi d'accroître la taille des cheptels et de mieux les nourrir. Du coup, les animaux sont abattus au meilleur moment de leur rapport âge et qualité de viande, avant d'être expédiés vers les villes, qui sont aussi d'époque gauloise, qui se développent dans le courant du IIe siècle, et pour nourrir les populations urbaines. On a aussi le développement d'un outillage très diversifié, avec notamment les socs d'Arère, dont plusieurs ont été découverts par exemple à Villeneuve-d'Ascq sur les fouilles de Pascal Quérel. Ces socs présentent des morphologies différentes. Parfois ils sont massifs et larges, ou au contraire petits et étroits. Alors, on a aussi beaucoup progressé sur ces installations agricoles parce qu'on a maintenant une base de données qui est gérée par l'Institut national de recherche en archéologie préventive, l'INRAP, qui recense actuellement plus de 800 sites, ce qui nous a permis d'avoir un changement d'échelle. Et par exemple, on a pu étudier les rythmes de création et d'abandon de ces établissements, et on repère deux pics importants sur une séquence de 5 siècles, avec un accroissement démographique important dans le courant du 5e et un deuxième accroissement démographique très important dans le courant du 2e siècle. Et ces accroissements de sites peuvent être mis en corrélation avec l'environnement, où on montre, les analyses palynologiques montrent qu'à ces pics de création d'établissements correspondent de vastes défrichements. Mais j'aurais tendance à évoquer des découvertes qui peuvent apparaître comme minimes. Par exemple, quand nous avons fouillé à Houdancourt, il y avait un paléochenal, et à la base de ce chenal, une séquence tourbeuse avec des empreintes de sabots d'animaux qui étaient venus boire il y a 2500 ans. Et ces traces qui ne sont pas prélevables au mieux qu'on peut mouler sont assez émouvantes parce qu'elles retransmettent quelque chose du vivant réellement et qui est directement accessible. À Chevriard, nous avions également trouvé un stock d'Arère en chêne, qui était une pièce très fragile et qu'il fallait lyophiliser pour assurer sa conservation. Et donc à cette occasion, j'ai pu effectuer un stage de moulage des objets, et la lyophilisation entraînant une rétraction de la matière, il fallait d'abord le mouler pour en conserver une trace à l'identique. Et avec Vincent Bernard, donc, on a fait un stage de moulage de ces objets en matière organique. Ce qui nous a un peu aidé par la suite, parce que en contexte de vallée, on a quand même souvent des matières organiques, comme par exemple le puits tressé de Chevriard-la-Plaine du Marais, qui m'a beaucoup aussi intéressé.
Ensuite, j'étais assez passionné et en même temps qu'intrigué par des fosses très particulières que j'ai mis au jour, qu'on a mis au jour sur le sanctuaire de Saint-Just-en-Chaussée. Il s'agit de très vastes fosses quadrangulaires dont la fouille a montré qu'il s'agissait en fait de tables à banquet avec une table centrale bordée de deux banquettes. Mais c'est surtout grâce aux analyses, encore une fois, de matière organique qu'on a pu un peu préciser le rôle de ces fosses et qu'on a pu mettre en évidence un déversement abondant de vin, nous orientant l'interprétation vers des fosses à libation ou à banquet, les deux fonctions n'étant pas incompatibles. Sur le site de Saint-Just-en-Chaussée, on a également eu dans la fouille des fossés d'un des enclos des pièces de métal assez énigmatiques qui présentaient soit des formes carrées, soit des formes rectangulaires, qui étaient constituées de tôles extrêmement fines. Et on s'est beaucoup posé de questions sur leur usage. Et il a fallu attendre un moment avant de comprendre qu'en fait on était en présence d'éléments d'armure segmentés, qui est un cas unique en Picardie, mais bien au-delà, enfin en Picardie, en Hauts-de-France, mais bien au-delà, parce que c'est une armure qui apparaît dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc au moment des guerres césariennes, ce qui en fait un unicum complet. Et elle était accompagnée de 3 casques de type porc, dont pour l'instant seulement une dizaine d'exemplaires sont connus en Europe, et ça en fait donc une découverte tout à fait remarquable, mais qui mérite encore une très longue exploitation. La première chose qui me vient, c'est préserver et sauvegarder le passé. Et la deuxième chose, c'est transmission des connaissances. Si je dois résumer très brut, c'est vraiment ce qui pour moi définit le mieux l'archéologie.